Bonjour à tous, je suis content de vous voir aussi nombreux là aujourd'hui dans la salle. Je me posais quelques questions, je vais faire de l'UX au Xebicon, donc est-ce que ça va intéresser les gens? Apparemment oui, donc déjà merci d'avance. Et donc je sais que je suis aussi ce qui vous sépare physiquement de la pause repas, donc je vais essayer d'être intéressant et d'être pas trop long. Je vais faire de mon mieux. Je suis Quentin Bouissou, je travaille chez UX République, je suis UX designer. Et ça fait à peu près un peu plus d'un an que je me passionne sur un sujet qui est très lié à l'intelligence artificielle et qui est les applications invisibles. Du coup, est-ce que pour tout le monde dans la salle, le terme expérience utilisateur ou UX parle à peu près parce que je vais souvent l'utiliser? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est? Non, ça va à peu près. En gros, tout ce qui va être lié à l'expérience que va pouvoir offrir un service, un produit, quel qu'il soit. Pas uniquement en termes d'interface, mais vraiment d'expérience globale autour de ce service. Donc en gros, aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est les applications invisibles. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelques années, en 2008, sortait le premier iPhone, et on a feu Steve Jobs qui nous disait il y a une application pour ça. Il y avait à peu près une application pour tout. Et ce que je vais m'attarder à démontrer aujourd'hui, c'est que c'est plus forcément le cas. Et donc, on va voir comment. On va voir comment, en reprenant un petit peu du début. J'ai un petit peu de latence dans mon truc, pardon. Je pense que je devrais les passer. OK. En fait, il y a à peu près 2 ans maintenant, il y a Mathieu Panzarino, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais en gros, c'est un blogueur assez influent qui est passé chez The Next Web et TechCrunch, qui avait commencé à théoriser en fait, sur ces applications invisibles. Et il nous disait que c'était des applications qui tourneraient en fond, anticipant les besoins en se basant sur toute la multitude de capteurs qu'on peut avoir dans nos téléphones et la data qui est disponible sur le marché, pour en fait proposer un service avant même que nous demandions qui pour répondre à nos besoins. Pardon. Donc des applications qui répondraient à nos besoins avant même que nous les formulions. Donc ça, c'était il y a à peu près 2 ans. Et du coup, l'idée de base, là, c'est de voir un peu comment on en est arrivé là. Je repars encore une fois des chiffres pour bien appuyer un petit peu le débat. Il y a, depuis 2008, je vous disais, à la sortie du premier iPhone, le nombre d'applications sur les stores, notamment sur l'Apple Store, a été multiplié par 14 000, donc ce qui est juste considérable. Et on sait qu'il y a à peu près aujourd'hui une application installée sur 5 qui n'est pas utilisée par les utilisateurs. Donc ce qui fait que mathématiquement, on fait face à un gros désert d'applications. En fait, il y a une multitude d'applications qui ne sont pas utilisées par les users, alors même qu'elles sont installées sur leur téléphone. Et là, je vous ai mis à peu près, les utilisateurs d'iPhone ont à peu près 55 applications en moyenne sur leur téléphone, alors que sur Android, c'est plutôt 35. Je n'ai pas trouvé comment expliquer ce chiffre, mais c'est pour donner un petit peu une idée en fait, du nombre d'applications qu'on avait dans notre téléphone. Et à partir de là, d'autres chiffres encore pour appuyer un petit peu, pour poser le contexte, c'est qu'on sait qu'en France, on a 58% de la population qui est équipée de smartphones, pas de téléphone. Donc c'est vraiment ce qui commence, c'est beaucoup et c'est peu. En fait, on a encore une grosse marge de progression et un taux de pénétration du marché qui n'est pas du tout terminé. On a un volume de recherche qui a été multiplié par 15 sur le mobile depuis 2010, et on sait également qu'en fait la recherche sur mobile vient de dépasser la recherche sur desktop. Alors on a un peu plus de 50%, j'ai plus le chiffre exact, mais en tout cas, aujourd'hui on fait plus de recherche sur notre téléphone mobile que sur nos desktops classiques. Et on sait également que 80% du temps passé sur notre téléphone, un smartphone ou un autre, se fait sur des applications. Donc, je me suis un peu prêté à l'exercice. Ça, c'est moi, voilà, ma petite auto-analyse. C'était mon téléphone au moment où j'ai fait les captures d'écran, donc ça remonte un peu, je ne l'ai pas mis à jour. Mais en gros, sur ma page d'accueil, donc je suis un utilisateur Android. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, j'aime beaucoup ça, mais je parlerai aussi de l'iPhone. J'ai 12 applications qui ont l'honneur d'être sur ma page d'accueil. C'est vraiment des applications que je vais utiliser, honnêtement, je pense tous les jours. Presque tous les jours. Uber, je ne vais pas non plus en taxi au boulot, mais bon, je l'utilise hyper fréquemment. Et en tout, j'ai 102 applications dans mon tiroir d'applications, en sachant que j'ai une énorme utilisation du store. J'en télécharge tout le temps et j'en jette tout le temps parce que je teste à peu près, dans la mesure du possible, tout ce qui passe. Donc, c'est pas énorme, 102, mais c'est déjà au-dessus de la moyenne. Et donc, on se rend bien compte qu'effectivement, de ce que je vais utiliser tous les jours, il n'y en a que 12, quoi.
J'ai un peu moins de... Ouais, pas beaucoup de pourcents. Je n'ai pas refait le calcul dans ma tête. Ouais. Donc en gros, de quoi on va parler aujourd'hui? Les applications invisibles. On va voir ce que c'est, mais en tout cas, qu'est-ce qu'aujourd'hui on voit l'arrivée face à ce phénomène de désert d'applications, de cimetière d'applications, des applications qui se nomment invisibles. Et invisibles, c'est pas parce qu'elles n'existent pas, c'est parce qu'on les voit pas directement. Elles n'ont pas d'interface propre. C'est en gros, et leur objectif, c'est de maximiser leur utilité, tout en minimisant l'attention que ça va demander aux utilisateurs. Donc on va voir comment. En gros, leur proposition de valeur, c'est assez basique. C'est en gros, je suis une application, je suis un service, et je vais utiliser une application déjà existante pour proposer mon service. Ce que ça fait, c'est que je n'ai pas une application native et que je propose... L'axe principal, c'est un terme de rapidité. J'ai beaucoup plus rapidement fait d'ouvrir une application que j'ai eu l'habitude d'utiliser tous les jours, comme du SMS, que d'aller chercher la bonne application pour faire mon service. Je réduis la fatigue décisionnelle, en gros, en essayant en utilisant en fait des principes et des habitudes des utilisateurs qui font absolument tous les jours. Je ne suis pas obligé de demander une charge émotionnelle supplémentaire et cognitive pour faire l'action qu'il a envie de réaliser. Je propose de l'assistance. Généralement, je vais prendre des exemples après. Ce sont des applications qui proposent du service, de l'assistance, vraiment de l'aide à la personne. Je vais offrir voilà, une sorte d'intelligence. On va voir, c'est pour ça que je vais parler d'intelligence artificielle. Et je vais pouvoir m'adapter à un contexte, à une ponctualité. Ce n'est pas un service que j'ai besoin de rendre régulièrement tous les jours, mais je vais pouvoir l'inscrire dans un contexte, dans une temporalité. Pour exemple, et j'y reviendrai derrière, si je prends l'exemple de l'application Voyage SNCF, qui ont créé un chatbot pour réserver son billet de train via la messagerie instantanée de Facebook, Messenger. Réserver des billets de train, c'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours, mais en tout cas, quand j'en ai besoin, je ne vais pas plus forcément avoir besoin d'avoir l'application dédiée, parce que c'est une application que je vais utiliser quoi, une fois, 2 fois dans l'année quand je vais prendre le train, mais je peux le faire via Messenger que j'utilise tous les jours. Donc en gros, en termes de temporalité, c'est vraiment, ça peut être éphémère, mais qui s'inscrit voilà, dans un contexte sans avoir besoin d'une application dédiée. Quelques exemples d'applications invisibles. Alors je ne sais pas si vous êtes assez à l'aise avec ce que je vais vous faire là. Je vous ai mis, aujourd'hui il y en a énormément. Tout ce qui est application invisible, qu'on peut appeler aussi chatbot maintenant. Et j'y reviendrai, il y en a légion en fait. J'ai pris juste quelques exemples pour vous montrer que ça peut vraiment toucher l'ensemble, énormément de domaines d'applications différents et des domaines de services très différents. Le premier, est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît Peter ? Peter, c'est un assistant intelligent qui est lié, du coup, c'est un avocat, un avocat d'entreprise, et en gros, qui va utiliser la messagerie mail. J'ai besoin de signer un contrat de confidentialité avec un client, donc je lui envoie par mail ce contrat de confidentialité en lui demandant de signer et de le lire et de la noter. Et ben, je mets en copie Peter, qui s'apparente à une personne physique, c'est juste un mail que je mets en copie de mon mail. Je mets en copie de mon destinataire, pardon. Et en fait, c'est lui qui va prendre le relais de tous les échanges juridiques qu'il va pouvoir y avoir et des retours qu'il va pouvoir y avoir sur ce fameux document de confidentialité. Moi, je n'ai absolument plus rien à faire. Ça veut dire qu'il y a une intelligence qui va écrire des mails et qui va savoir répondre aux questions que pourrait poser mon client sur ce NDA, sur ce contrat de confidentialité, et qui sera capable de répondre aux questions techniques que moi, je ne connais pas forcément. Tout ça via mail. En fait, donc une fois que je l'ai mis en copie, c'est lui qui gère le reste, c'est le juridique, et qui va pouvoir écrire ou répondre aux mails. Ce qui est assez bluffant. Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai vu quelques vidéos qui m'ont laissé qui m'ont laissé entrevoir la possibilité qu'il y avait derrière. Ça serait bien que je le teste un jour si j'en ai besoin. Magic, c'est une conciergerie sur SMS, par SMS. On peut demander à peu près n'importe quoi, du moment que c'est légal. C'est un peu leur baseline, je crois. Et du coup, ça c'est américain. Digit, c'est aussi une manière assez transparente de pouvoir économiser de l'argent sans forcément avoir à le demander. Donc en gros, c'est une application qui va automatiquement mettre de l'argent de côté sur un compte que j'aurais prédéterminé s'il m'en reste à la fin du mois sur mon salaire. Enfin, je peux le configurer. Chloé, c'est un peu l'assistant SMS qui fait exactement la même chose que Siri. Ça répond à vos questions, mais au lieu de l'avoir en vocal, en fait, on écrit un SMS et elle nous répond.
Il y en a d'autres là. Stephan's Head, c'est vraiment c'est des ventes privées de limited. C'est vraiment par SMS. C'est pour vendre les excédents de stock uniquement par SMS en fait en e-commerce. Un qui est assez intéressant, Invisible Girlfriend, qui existe aussi pour les garçons. Je ne sais pas si ça vous parle. En gros, c'est une application qui fait croire que je suis en couple. Donc j'ai personne, mais dans ma vie sociale, c'est important pour moi de penser que je suis en couple. Elle va m'écrire des SMS, ou il va m'écrire des SMS. De temps en temps, il va m'appeler pour faire genre « Hey, j'ai un appel ». Ou alors, il va m'envoyer des photos, tout ça. En fait, il fait croire que je suis en couple. Donc je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça existe. Tout ça, ça existe. Donc en gros, le champ des possibles, il est juste gigantesque. On peut faire tout et un peu n'importe quoi, il faut bien l'avouer, mais en tout cas, on touche à tout. Large, c'est c'est via, tout le monde connaît Slack, j'imagine, c'est une messagerie instantanée plutôt professionnelle. Donc ça vous permet en fait de gérer tous les problèmes logistiques au boulot. Ah, j'ai plus de cartouche d'encre, je l'écris sur le robot Large sur Slack et effectivement, automatiquement, ça va m'en recommander ou ce type de problématique. Et enfin, Clara. C'est pareil, c'est l'assistant plutôt mail. En fait, si je la mets en copie, si j'envoie un mail à 3 personnes différentes pour pouvoir scheduler un meeting, elle va prendre le relais et trouver le meilleur temps dans les agendas de chacun et elle-même mettre en place le meeting. Donc voilà, en gros, on peut toucher vraiment à plein de domaines différents et ce n'est que le début. En gros, qu'est-ce qu'elles proposent de plus, ces applications? C'est vraiment un service humain et personnalisé, parce que déjà, on va utiliser le SMS, le mail, la messagerie instantanée, qui sont des canaux qu'on utilise normalement avec des personnes qui sont au moins un peu proches, que je connais par leur prénom, et qui sont des gens que je vais vraiment contacter régulièrement, que je sais que ce sont des proches. Je ne m'attends pas à recevoir un SMS de quelqu'un que je ne connais absolument pas, même si maintenant ça arrive de plus en plus avec le e-commerce. Mais en gros, j'utilise quelque chose, un canal avec lequel je suis à l'aise, qui est émotionnellement, qui est privilégié pour moi, et qui est également pour tous, parce que c'est le SMS, tout le monde sait utiliser un SMS. Généralement, je dis aussi que ma grand-mère, et c'est vrai, elle m'envoie des SMS de temps en temps. Je trouve ça assez hallucinant, parce qu'elle a un téléphone où il y a des touches qui sont gigantesques, il n'y a que les touches, mais elle m'envoie des SMS. Tout le monde sait utiliser un SMS. Tout le monde comprend quand il reçoit un SMS, tout le monde sait répondre à un message. Pareil pour les messageries instantanées. Bon, ma grand-mère ne s'y est pas encore mis sur Facebook, mais en gros, le principe est le même. Je sais écrire, je sais comment ça marche, je l'utilise tous les jours. Et ça crée une relation intime, parce que même si vous l'avez vu précédemment, là, en fait, tous mes petits assistants, généralement, ils ont des noms. Chloé, Clara, il y en a d'autres qui s'appellent Nelson, Nestor. J'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un. Ça crée une relation de confiance, une certaine intimité. Et en gros, je suis tout de suite à l'aise avec cette nouvelle relation et je suis prêt à m'exprimer, à échanger très facilement. Hop, j'y vais pas. Ça marche plus. Ok. Qu'est-ce que ça implique et pourquoi ça fonctionne? On entre vraiment dans une ère conversationnelle. Aujourd'hui, tout ce qui va passer par ces applications, ça va vraiment sur le mode de la conversation. Je vais juste dialoguer. Et en fait, la valeur ajoutée dans le SMS, c'est dans l'échange bidirectionnel. C'est-à-dire que c'est plus une marque qui va forcément parler à un client, c'est que dans les deux sens, il y a un véritable échange. C'est vraiment bidirectionnel. Je peux répondre, on me répond, donc on est dans le dialogue. Généralement, c'est gratuit, entre guillemets. Je connais encore peu d'abonnements SMS où il y a des personnes qui ont un long limité de SMS, et encore, normalement, c'est illimité. Ou si ça ne l'est pas, c'est un prix largement abordable. Par contre, c'est largement gratuit pour tout ce qui est échange, en tout cas pour le client, pour l'utilisateur, tout ce qui est Facebook Messenger, par exemple, ou messagerie instantanée. C'est incroyablement redoutable. Aujourd'hui, on a le taux d'ouverture d'un SMS, il est de 99% dans les 3 heures après sa réception. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait le test chez vous, quand vous recevez un SMS. Déjà, ça démange de ne pas le lire tout de suite. Il y a peu de gens qui vont attendre. Ah non, je le lirai dans 1 heure. Non, c'est que je le sors même si je suis en réunion, je regarde en fait. Et on a 99% qui sont ouverts véritablement dans les 3 heures après l'envoi. Donc en gros, si je veux toucher quelqu'un, je n'ai pas un meilleur moyen que de lui envoyer un SMS. Je sais que même si le message ne lui parle pas, il va le lire, il va le voir, et je vais pouvoir le toucher. Pas d'onboarding, comme je disais tout à l'heure, tout le monde sait utiliser les plateformes de messagerie, il n'y a pas de secret là-dessus. Généralement, je n'ai pas besoin de créer un compte, même si on va le voir, ce n'est pas forcément valide
pour toutes les applications. Je suis obligé de m'enregistrer à un moment donné. Mais en gros, je n'ai pas besoin de créer un nouvel identifiant, un nouveau mot de passe. Comme on le voit là, j'ai quelque chose qui est assez transparent. Facebook Messenger, j'ai un compte Facebook, j'ai une messagerie. Et ben voilà, j'ai juste à taper le bon, m'adresser au bon chatbot dans Facebook. Et j'ai pas besoin de créer un compte supplémentaire et de me souvenir de mes identifiants pour ça. Donc tout ça fait que, en fait, ça marche hyper bien. Et il y a un autre chiffre, pas comme cette petite manette. Ok. D'autres chiffres qui sont vraiment plus liés aux applications de messagerie en elles-mêmes. Aujourd'hui, Facebook Messenger, 900 millions d'utilisateurs actifs. WhatsApp, plus de 900 millions. WeChat, plus de 700 millions. Kik, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application de messagerie un peu plus classique, plutôt utilisée sur le marché asiatique. Mais 275 millions d'utilisateurs, en gros, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont connectées via ces messageries et des numéros de téléphone qui sont de plus en plus également utilisés parce qu'ils sont généralement demandés, même sur Facebook, je ne sais pas si vous savez, normalement, on peut valider un compte via un numéro de téléphone. Donc il y a plus en plus de numéros de téléphone qui sont accessibles, en tout cas pour les marques et pour ces services-là. Donc si on couple ça avec un chiffre qui m'avait fait un peu halluciner, fin 2015, le taux de pénétration du mobile dans le monde, j'ai bien du mobile, hein, c'est pas du smartphone. 96% de la population mondiale possède un mobile. Fin 2015, je n'ai pas retrouvé les mêmes chiffres maintenant, mais en gros, c'est fou. Je ne pensais pas que c'était autant, donc on doit être même encore aujourd'hui un peu au-dessus. En gros, vous avez vu le nombre de personnes que vous pouvez toucher juste par SMS, 96% de la population mondiale. Donc en gros, le monde est à vous, quoi. Tout simplement. Ce qui fait que, eh ben, en gros, magie, j'ai plus besoin d'interface. Avec tout ce qu'on vient de voir, tous les chiffres qu'on a vus, eh ben, tout le monde a une messagerie. Je peux le toucher via un service qui va s'inscrire en fait, derrière un service déjà existant. Ce charmant monsieur nous explique bien que par magie, l'interface disparaît complètement. Je fais un petit parallèle très rapide là-dessus. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Golden Krishna, qui était un UX designer qui, chez Samsung Zappos, qui est passé chez Google, donc qui est un petit peu influent, qui s'y connaît pas mal. Il a écrit un bouquin que je trouve hyper intéressant, qui dit que la meilleure interface, c'est pas l'interface du tout. Et en gros, nous, UX designers, en fait, on s'attache tous les jours dans nos métiers à essayer de faire comprendre aux utilisateurs comment utiliser une interface, ou en tout cas comment adapter l'interface aux besoins de l'utilisateur. Lui, il dit, ben, pourquoi faire ce travail? Autant pas avoir d'interface du tout. Je vous le mets parce que je ne vais pas en parler plus que ça. Juste Donald Norman, qui est un peu le pape de l'UX, qui nous dit allez le lire, c'est hyper intéressant. Je vous dirai juste ça, si ça vous intéresse, allez-y. Il pousse un peu le trait un peu loin, mais c'est très intéressant de voir à quel point on peut être jusqu'au boutiste sur le sujet. Je vais vous faire du coup un petit retour d'expérience. J'ai moi-même testé claque des doigts, un peu comme j'ai donné mon corps à la science, mon argent à la science, et je vous fais un petit retour d'expérience sur le sujet. Claque des doigts, c'est une conciergerie par SMS, qui est l'équivalent du Magic américain dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà comment ça se passe. Ah. Ok. On s'enregistre en ligne. Je vous disais qu'il n'y avait pas d'enregistrement, c'est un peu faux. Mais par contre, il est hyper simple. Je suis allé sur le site Claque des doigts, j'ai rentré mon numéro de téléphone, et je crois que j'ai dû mettre mon mail, si je dis plus de bêtises. Et hop, j'étais enregistré, en fait. J'étais directement enregistré, c'était aussi simple que ça. Et tout va se passer ensuite par SMS. Je vais me mettre là. Ok, est-ce que vous lisez tous, même au fond? Ouais, à peu près. Comment ça s'est passé? Je me suis inscrit en ligne et du coup je reçois un SMS qui me dit Quentin, on a bien reçu votre inscription, super cool. Maintenant tu peux envoyer toutes tes demandes sur ce numéro-là. J'ai enregistré le numéro, on a commencé à avoir une conversation. Et je me suis dit, je vais faire un test en temps réel. J'étais au boulot, je vais faire refaire un double des clés parce que je n'avais besoin pour le filer à quelqu'un. Du coup, j'essaye. Je dis, je vais essayer un peu de mettre des contraintes à ce robot ou à je ne sais pas encore ce service, en tout cas que je ne connaissais pas. Je veux faire un double des clés, mais je suis au boulot, donc il faudrait que vous veniez chercher les clés et me le rapporter à la Défense dans l'après-midi, parce que je travaille à la Défense en ce moment. Et en fait, là, voilà, on me répond directement, bien sûr, c'est possible, on va vous transmettre un devis. Est-ce que vous pouvez me transmettre l'adresse exacte où la personne va venir chercher les clés, qui était à la Société Générale, pour pouvoir amorcer un petit peu ce process. Ce qu'on voit directement, c'est qu'en fait, je dialogue réellement avec une personne réelle, comme si je parlais à un pote, en fait. Hein. Je dis, yes, c'est au siège social de la Société Générale, parce que je travaille à la Société Générale. C'est pas génial. Je lui dis l'adresse, et je lui dis, par contre, c'est un petit peu confidentiel, je ne pourrais pas vous faire rentrer, donc appelez-moi quand vous êtes en bas, et je descendrai vous filer les clés.
Il me dit ok, pas de souci, jusqu'à quelle heure on peut venir? Et là j'essaye de lui mettre une petite contrainte supplémentaire. Je lui dis idéalement il me faudrait le double pour ce soir à 19h max. Et du coup venir le chercher, aller faire le double et revenir. Donc je me suis dit bon, je vais voir si ça passe. Ça passe. J'ai payé un peu plus cher, j'avoue, pour le truc un peu urgent, mais ça fonctionne. Et il me le dit, il faudra compter 20% de frais de traitement supplémentaires. Donc là, il a un peu bugué parce que je lui dis il faut envoyer claque pour valider. Et j'ai mis claque, moi, dans une phrase, en fait. J'ai fait ok, ça roule super, je claque, mais est-ce que tu peux me dire quand même le prix duquel je vais devoir rajouter 20%? Et là, il n'a pas compris. J'ai mis claque dans une phrase, et donc du coup, il y a eu un petit peu de temps entre ça roule super et mon claque. Mais j'ai remis claque parce qu'il ne me répondait plus en fait pour valider. Et à partir du moment où j'ai mis mon claque, ça a fonctionné. Donc il m'a confirmé la commande, il m'a dit super, merci, c'est très bien. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu étonné, mais qui a été corrigé depuis, mais je ne l'ai pas refait. C'est qu'il m'a demandé une photo de ma clé, et en fait, je pensais pouvoir la mettre par MMS, et en fait, il m'a demandé de lui envoyer par mail. Donc, ce qui était un peu bête, parce que j'ai dû sortir de mon service, envoyer un mail et revenir, alors que j'aurais pu le faire directement par MMS. Mais maintenant, en fait, ils l'ont corrigé, ils savent les interpréter. Donc ça, c'était avant. Du coup, ça marche, je fais tout de suite, c'est envoyé, vous me direz que vous avez bien reçu, j'ai reçu le mec qui est venu me voir, il a pris. Tout s'est très bien passé, ça a été un franc succès. Vous voyez, c'est Alban, voilà, mon génie runner, qui est venu à la Société Générale. On était assez contents, on a fait un selfie de succès. Et je lui ai dit que ça avait bien marché. Ça m'a coûté 70 balles. Paf! Et donc là, c'est hyper bien. Le service a un coût. Et je suis un peu mauvaise langue en disant ça, c'est que c'est une clé un peu sécurisée qui coûte 40 €. J'ai vérifié après, donc en gros, le service, il est cher, mais pas aussi cher que ce que je pensais. En tout cas, ça fonctionne. Comment ça fonctionne? En gros, j'ai une plateforme de messagerie assez classique, mon utilisateur qui est consommateur sur la gauche. Je peux utiliser n'importe quelle messagerie classique, ou des clients mail, ou des assistants vocaux, qui me met en relation avec un humain ou une intelligence artificielle, donc toutes celles qu'on a vues tout à l'heure, en fait, toutes nos applications invisibles, et ensuite, qui me rend le service. Donc en gros, c'est juste une mise en relation intelligente d'un utilisateur avec une marque, de manière complètement transparente. Ça peut être Amazon, si je suis dans du e-commerce, je peux aller jusqu'à finaliser la commande. Airbnb, je peux réserver une chambre, je peux le faire pour Uber ou Deliveroo. Tout est imaginable et c'est en fait hyper simple, c'est juste une mise en relation. Du coup, ce que ça implique, c'est qu'une fois qu'on a vu ces chiffres, cette expérience comme quoi ça marchait, on peut un peu imaginer jusqu'où on va aller avec ça. Le futur de ça, enfin je dis le futur, mais c'est déjà le présent en fait, ça va être tout ce qui est design prédictif et intelligence artificielle, parce que pour fournir la meilleure réponse et pour anticiper les besoins de l'utilisateur, il faut que j'ai des petits algos d'intelligence artificielle derrière tout ça, parce que l'humain va être remplacé de petit à petit par l'intelligence artificielle, du moins sur certaines parties pour ce type de service. Et en gros, l'ère du big data, toute la disponibilité en fait des données aujourd'hui et la technologie nous permet, l'émergence d'intelligence artificielle favorise largement le développement de ce type d'application. Et il y a Mike Roberts, alors je sais pas, je le connaissais pas bien avant de faire cette étude-là, mais en gros c'est le responsable service de messagerie de Kik, dont on a parlé tout à l'heure en fait, qui a une phrase, et vous voyez aussi il est hyper jeune, il a une phrase assez intéressante qui dit que en fait, les applications de messagerie instantanée sont les nouveaux navigateurs et que tous les petits bots, tous les petits services qu'on va créer aujourd'hui, en fait, c'est les nouveaux sites web. Alors, il est en train de dire qu'on est en train de changer complètement de paradigme, qu'on est en train de réinventer, en fait. C'est un peu la nouvelle révolution. Après celle d'Internet, on va aller sur l'intelligence artificielle. On est en train de tout péter. Et c'est pas plus mal, finalement. Il y a des grands du métier qui se mettent dessus. On a Kik, donc je vous parlais, en fait, voilà, qui a déjà 275 millions d'utilisateurs, qui a signé déjà plus de 16 partenariats dans sa messagerie instantanée pour créer des bots, hein, avec Sephora, Weather Channel, donc en gros des grands groupes. Microsoft qui travaille sur un chatbot et sur, plus intéressant, sur un store et un framework qui permet aux développeurs de les intégrer au sein de services comme Skype, par exemple. Donc ils sont en train de bosser vraiment sur un truc pour le populariser, le démocratiser. Et on a Facebook, qui n'est pas non plus n'importe qui fait exactement la même chose. Alors, il avait annoncé là, cette année la conférence Fate, l'amélioration de l'intégration de son assistant intelligent M. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il commence à se mettre vraiment sur l'intelligence artificielle également. Et il travaille aussi à un store pour les robots. Donc en gros, si ces grands-là s'y mettent,
on peut s'attendre à voir très vite évoluer le paysage des applications artificielles ou des applications invisibles très vite. Petit focus pour un exemple. Facebook Messenger, comme je vous le disais, ça c'est un exemple du Wall Street Journal. En gros, comment ça se passe? Je suis dans Facebook et je peux avoir en fait des petites interactions avec de l'information. Je peux poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est quoi les sujets chauds? Et je vais avoir une sélection d'articles et avec des petites options qui me disent, voilà, je ne sais pas si vous voyez là, est-ce que finalement ça marche? Ouais, voilà, des petites options. Est-ce que tu veux lire cette information? Est-ce que tu veux des informations recommandées? Ou est-ce que tu veux carrément poser une question? Donc tout ça, ça se passe dans Facebook, mais c'est Wall Street Journal qui s'en charge. La même chose pour Voyage SNCF, donc j'en parlais un peu tout à l'heure. Maintenant, ben voilà, on peut commander directement, si vous avez un compte Facebook et qu'il est relié à votre numéro de téléphone et que dans votre compte voyagesncf.com, vous avez également renseigné votre téléphone, et ben, il peut faire le lien tout seul, donc c'est un peu plus flippant, mais généralement il nous demande l'autorisation quand même. En gros, il nous dit, ben voilà, j'ai fait une commande sur voyagesncf.com, et ben il peut m'envoyer un message derrière pour dire, ben c'est confirmé sur Facebook, et il me propose de suivre l'avancement de ma commande, ou en tout cas de me faire des rappels directement dans Facebook. Je fais un petit focus sur Allo qui est là, qui est la nouvelle messagerie à la sauce Google. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Il a été annoncé l'année dernière, et c'est cette année en fait qu'ils l'ont mis à disposition cet été, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, c'est une nouvelle application de dialogue, de messagerie instantanée, qui permet donc de dialoguer de manière complètement transparente avec ses amis et ses contacts. Vous le voyez là, je suis en train de parler à Émilie. À Émilie, je lui dis, est-ce que tu as faim? Oui, on peut faire, on n'a qu'à aller manger italien. Et là, je peux demander à l'intelligence artificielle de Google, qui l'a mis dans son application de messagerie, de me trouver les meilleurs restaurants italiens directement au sein de mon interface de dialogue de cette application. Il me le met directement là, ce qui fait que c'est complètement transparent dans mon parcours. En termes de parcours utilisateur, je n'ai pas besoin de fermer l'application, d'aller faire une recherche, d'aller regarder les notes dans TripAdvisor. Tout se passe à l'intérieur en fait, de mon application, ce qui commence à être assez balèze et un peu flippant aussi. Ça veut dire qu'il peut lire nos conversations, soit dit en passant. Du coup, il peut aussi faire les réservations pour moi, donc on est vraiment en train de pousser le trait un peu loin. La deuxième application qui est assez intelligente de sa part, c'est qu'en fait, il est quand même capable d'interpréter des photos ou des réponses. En gros, si j'envoie une photo à un de mes potes, hey, j'ai sauté en parachute récemment, c'était trop cool, et ben l'application, elle va détecter ce qui se passe sur la photo, elle va voir que la tête de monsieur là, il a un peu peur en fait, et du coup, il me propose directement des réponses qui sont adaptées à la photo qui m'a été envoyée. Il me propose directement là, je ne sais pas si vous voyez, waouh, ça devait être excitant, bravo, tu es courageux, ça devait être trop drôle. Donc il interprète mes conversations et il me propose de répondre à ma place. Donc, en gros, je gagne du temps, mais c'est un peu fou. J'ai plus besoin de penser en fait, ce qui est quand même pas mal finalement. Je reviens là parce que ça ne marche pas. Du coup, je suis obligé de faire un petit parallèle et j'ai pas vu quel temps j'avais, mais bon, il faut que je me dépêche un peu. Toute cette intelligence artificielle qui se met en place et qui se développe aujourd'hui me fait faire absolument un rapprochement qui me semble nécessaire, qui est avec l'intelligence artificielle et la robotique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Masahiro Mori? Oui, c'est cool. Je vais quand même refaire un petit point dessus. En 1970, c'est un roboticien japonais qui théorise en fait une théorie sur la vallée de l'étrange liée à la robotique qui explique que en fait, le sentiment de familiarité qu'un utilisateur va avoir à un robot, il va être d'autant plus important que la ressemblance avec le robot, avec la ressemblance du robot avec l'humain va être forte. Mais il y a un point de rupture qui nous met mal à l'aise, et on va y revenir derrière. En gros, là vous le voyez à gauche, c'est lui avec son double, et ensuite vous voyez un petit peu le Pepper, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un robot il est en haut là, on peut s'amuser avec, et un autre robot, je ne sais pas à quoi il sert, mais elle fait un peu peur. Ce qui veut dire, c'est que en fait, si je sais que c'est un robot, mais qu'il a un peu une apparence humaine, j'ai hyper envie d'aller lui parler. Il est mignon, il ressemble un peu à un humain, mais je sais que c'est un robot, en fait. Donc je sais que je vais avoir une interaction avec un robot avec. Si on me propose ça dans un magasin qui vient me dire « Coucou Quentin, qu'est-ce que tu veux voir aujourd'hui ?» Je vais juste flipper, en fait. Je vais juste flipper grave, je vais partir.
Pepper, je l'ai vu, j'ai eu la chance d'aller au Japon là, récemment, et en fait dans des magasins, c'est vraiment un robot comme ça qui peut venir nous accueillir. Moi j'ai rien compris que c'était en japonais, donc du coup j'ai pas vraiment pu utiliser, mais j'étais content d'avoir Pepper et pas la demoiselle d'à côté. Hein. J'illustre un petit peu ce que j'ai dit, je sais pas si vous voyez bien, ça c'est le graphique qui explique la théorie de la vallée de l'étrange. À gauche, vous avez le sentiment de familiarité, donc vraiment ici sur cet axe-là. Et là, la ressemblance à l'humain. Ce que je vous disais, c'est que voilà, un petit robot industriel ici, s'il ressemble à rien et que je lui apparente pas du tout, qu'il ressemble pas du tout à un humain, eh ben en fait, je vais pas du tout avoir envie de l'utiliser. Ça va être un petit peu compliqué pour moi. Plus il va ressembler à un humain, plus ma sentiment de familiarité, mon envie va augmenter de l'utiliser, d'interagir avec lui. Mais vous le voyez ici, c'est ce qu'il appelait le valet de l'étrange. Si on s'approche trop en fait, de la ressemblance à l'humain, ça crée une dissonance cognitive chez moi. En fait, je veux m'adresser à un robot, j'ai l'impression que je dois m'adresser à un humain, mais en fait, c'est pas un humain. Donc en fait, je suis un peu, je sais pas trop quoi penser et ça me met mal à l'aise. J'ai pas envie de l'utiliser. Ce qui, on l'a vu avec un petit peu la petite fille de tout à l'heure. Donc en gros, cette vallée-là, c'est le truc qu'il faut éviter. Et ma théorie très personnelle, c'est qu'en fait, avec les applications invisibles, on va se retrouver carrément après la vallée de l'étrange. Je m'explique. Le sentiment de familiarité, il va être de plus en plus grand via les services de messagerie instantanée et les chatbots, parce qu'en fait, j'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un, il me connaît, il a la data sur moi, il va me servir un service vraiment personnalisé, mais il ressemble à rien. Je parle à quelqu'un. En fait, j'ai pas ce malaise qui va être instauré par le fait que ça ressemble trop à un humain. Ça ressemble trop à un humain, mais ça va au-delà de l'humain en fait. Et pour moi, du coup, je pense qu'on va dépasser avec ça la vallée de l'étrange et qu'on va se positionner un petit peu l'après. Je sais pas exactement jusqu'où on va évoluer, mais en tout cas, l'acceptation de ces messageries est d'autant plus forte qu'elles sont hyper proches de l'humain, mais qui ne ressemblent pas du tout. Du coup, une fois qu'on a dit ça, on peut un peu se poser des questions. En gros, on en est où? Si on a l'application, si on a l'intelligence artificielle qui est bien mise en place, si on a la technologie pour le faire, eh ben comment ça se fait qu'il n'y en ait pas partout et que tout le monde ne travaille pas qu'avec ça, quoi. Si je suis encore, je sais pas, je suis en soirée, j'ai bu trop de verre et l'application le sait, j'ai un peu avoir un Uber qui est commandé automatiquement pour venir me chercher parce que je suis plus en état de rentrer tout seul. Si mon application s'aperçoit avec la géolocalisation que je suis encore au boulot, qu'il est 20h, comment ça se fait que je me fasse pas directement livrer à manger en fait tout de suite, sans que j'ai même à le demander? Ça serait quelque chose de possible en fait technologiquement. Mais il y a encore de nombreux freins. Le premier, c'est la gestion des données public et privé, parce que public, on peut utiliser tout ce qui est aujourd'hui open data, mais en tout cas privé, il y a encore beaucoup de personnes, et nous les premiers, on est un peu réticents à donner nos informations personnelles, nos données comme ça à un service. Ça nous pose encore un peu problème. La complexité des API, aujourd'hui, malheureusement, en fait, on n'a pas encore un langage commun, universel, qui permet à tous ces services de communiquer entre eux. Le service Uber, c'est pas forcément parler avec le service Foodora ou je ne sais quel autre service. On n'a pas encore ce socle commun, il faut qu'on y vienne, et ça va être tout le challenge des gros du secteur aujourd'hui. Le problème de batterie, aujourd'hui, on sait que, maintenant on commence un petit peu à s'émanciper de ce problème-là, mais en gros, si on devait traiter toutes les données liées à ces services en back de notre téléphone tout le temps, ça demande une consommation de batterie qui est hallucinante. En gros, le temps de commander un Uber, mon truc s'est éteint, quoi. Donc il faudrait que j'ai des super batteries. Et le dernier point, c'est que toute cette donnée qu'on peut réutiliser, aujourd'hui, on sait de mieux en mieux la traiter, mais ça pose encore problème, et c'est pas toujours évident, de la convertir vraiment en intelligence, qui va penser pour moi. Donc c'est les nombreux freins qu'il y a aujourd'hui qui restent là-dessus. Et c'est pas le moindre, parce qu'il y en a un gros qui arrive derrière, c'est notre appréhension et notre peur vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a des messieurs comme Stephen Hawking, qui ne sont pas n'importe qui théorisent un petit peu aussi tout ça, qui s'expriment sur le sujet, et qui nous dit tout simplement que les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles, donc ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est bien. Mais par contre, le développement de l'intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine. Donc le mec, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il dit « c'est la fin du monde si on va là-dedans ». Donc ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur.
Ça fait un peu peur parce que en fait, ça pose des problématiques éthiques, tout simplement. Dans quelle mesure je peux laisser ma volonté ou le choix de prendre une décision à un robot, à une intelligence artificielle? Ça va être vrai dans la médecine, hein, par exemple. Ça va poser des problèmes de responsabilité. Si je prends l'exemple de la Google Car, il y a une intelligence artificielle derrière. En gros, si c'est elle qui se plante, qui c'est qui est fautif? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est la Google Car? Est-ce que c'est le mec qui est à l'intérieur? On ne sait pas plus trop qui est responsable. Est-ce qu'on peut mettre une responsabilité morale derrière une machine ou un algorithme? Ça pose une question de libre arbitre, c'est hyper important, parce qu'en fait, toutes ces applications, ces services d'intelligence artificielle qui vont vraiment me fournir du service, elles vont un peu penser pour moi, en fait. Donc est-ce que j'ai vraiment encore le choix et est-ce que je suis vraiment encore en capacité de prendre une décision si je sais que ça sera peut-être mieux fait par une application, en fait? Donc ça pose la question quand même du libre arbitre et du dépassement de l'humain. Est-ce que les machines vont contrôler les humains et le monde entier comme peut le penser Stephen Hawking? Il faut contrebalancer un peu ce point-là qui nous fait peur, parce qu'il y en a d'autres aussi, Yann Lequin notamment, qui est chercheur en intelligence artificielle. C'est lui qui est à l'origine du deep learning, hein, donc je pense que c'est quand même quelqu'un à qui on peut faire un minimum confiance, qui dit qu'on essaye injustement de prêter en fait un instinct de préservation, de la jalousie ou vraiment des sentiments humains qui sont mis dans ces machines ou dans ces services. Mais il n'y a aucune raison que ces services d'intelligence artificielle, applications invisibles, soient intelligentes et aient envie de nous détruire. En fait, elles ne sont que ce qu'on va mettre dedans. Donc même si on leur apprend à apprendre, il faut quand même un petit peu se remettre la réalité en face et se dire que c'est que ce qu'on en fait. Du coup, phrase choc de mon débat, est-ce que c'est un peu la mort de l'UX pour moi? Parce qu'en gros, on est en train de dire que j'ai plus besoin d'interface. Ça sera quoi mon métier en tant que UX designer si j'ai plus d'interface? Là-dessus aussi, rassurez-vous tous, en tout cas pour ceux qui sont dans le domaine, ce futur-là qui arrive et qui va nous dire toutes les applications invisibles vont te permettre de prendre les décisions à ta place avant même que tu formules un quelconque besoin, ça va juste, moi, me pousser dans mes retranchements et me pousser à revoir en fait la manière d'appréhender les nouveaux services et les interfaces. Être UX designer, c'est pas se focaliser sur l'interface. Et ce qui est intéressant avec ce phénomène-là, c'est qu'en gros, ça nous recentre sur le cœur même de notre métier. L'UX, c'est pas du design d'interface seul, mais une expérience globale. C'est tout ce qui va se passer autour, c'est tout ce qui va être l'émotion. Et l'approche qu'on a aujourd'hui, user-centric, de laisser l'utilisateur au centre quand on va concevoir un service ou une interface, elle reste valable et nécessaire même avec des chatbots, même avec des applications invisibles. Il faut engager l'utilisateur et lui proposer une expérience qui sera positive pour lui. Donc nos méthodes, elles vont sans doute évoluer. Ça sera à nous de se réinventer, à voir un petit peu comment on va le gérer. Et il y a tout à faire. Donc, comme c'est un mouvement qui est en train de se passer, qui existe, qui, d'une manière ou d'une autre, va exister, autant le prendre maintenant et le faire comme il faut, plutôt que de le laisser nous surpasser. Je prends l'exemple ici de Airbnb, parce qu'il est assez parlant. L'expérience Airbnb, elle se passe 90% hors ligne, en fait. Une fois que j'ai commandé ma chambre et que je sais où est-ce que je dois aller, en gros, tout ce qui va se passer, toute l'expérience que je vais y ressentir avec le service, ça sera exactement la même. En fait, c'est pas le service qui va me donner, c'est tout l'univers qu'ils ont pensé autour. Donc il faut vraiment se sortir un peu de l'interface et penser expérience globale. Et ça reste du design. Je ne sais pas si vous voyez toutes les petites interfaces qu'on va avoir, les fonctionnalités qui vont nous être proposées à l'intérieur même de services de messagerie instantanée. C'est pas forcément aussi poussé, c'est pas forcément la même chose, mais on reste dans de la conception et l'interface, même si elle s'amoindrit, elle existe toujours. Donc je fais assez vite parce que je ne me reste plus beaucoup de temps. Je voudrais juste 9 petits tips. Comment bien penser à une application intelligente, comment bien monter, construire un chatbot. Je me suis, Joe Toscano, je ne sais pas si vous le connaissez, je me suis inspiré un petit peu d'un article qu'il a écrit, enfin un petit peu complètement d'ailleurs, hein, je vous le redis parce qu'il le dit mieux que moi, mais c'est un UX designer chez Google en fait, donc il a travaillé sur pas mal d'applications dans ce domaine-là, dans l'intelligence artificielle. Premier tip, ne mentez jamais à vos utilisateurs. N'essayez pas de lui faire croire que vous êtes un humain si vous êtes un robot. Il va le voir et ça ne sert à rien. Autant jouer de notre nature d'intelligence artificielle. Onboarder sous forme de conversation. On utilise la conversation, le mode conversationnel pour interagir sur ce service, pour que les gens adhèrent à ce nouveau système
eh ben, la découverte du service doit se passer par la conversation. Ça doit passer, c'est un peu comme dans le jeu, en fait. Pour faire découvrir de nouveaux niveaux, il faut faire jouer. Et ça, c'est aussi vrai pour ce type de service invisible. Designé pour les émotions humaines. Il faut prendre en compte qu'on parle à des humains, et on va essayer de leur faire ressentir des émotions. Même si on a un robot, même si on a une intelligence artificielle, il faut prendre en compte tout ce tout ce que l'utilisateur va pouvoir ressentir en utilisant mon application. Ce qu'il y a de très très bien avec les conversations, c'est que c'est sans limite en fait. Je peux demander à peu près avec le langage tout et n'importe quoi, je ne suis pas limité. Donc en gros, je peux aller très très loin parce que je suis capable d'exprimer et d'écrire un peu tout ce que j'ai envie d'écrire. Mais justement, ça peut être une vraie possibilité pour moi, mais c'est aussi une limite. Il faut que je crée des frontières. Je sais que je ne vais pas être capable en fait, de répondre à n'importe quelle question. On le voit par exemple un petit peu par exemple, dans l'expérience claque des doigts que j'ai pris tout à l'heure. Si je m'éloigne un petit peu, si je sais qu'il y a une intelligence artificielle derrière qui n'est pas capable de lire en fait, ce que j'ai écrit, ça ne sert à rien d'aller proposer du service dans ce sens-là. Donc créer des frontières, c'est un peu reprendre un petit peu ce qu'on a pris dans The Wall Street Journal, là, l'exemple que je vous ai pris, c'est qu'en fait on cloisonne un peu. On ne laisse pas ouvert la conversation sans limite, c'est qu'on met des options. Lire cet article, en savoir plus. Non, je ne suis pas intéressé par cela. En gros, on permet en fait vraiment de cloisonner l'expérience et de le faire aller là où on a envie que ça aille. Plantez-vous avec panache. Alors ça, là, je l'aime bien parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quel que soit l'état de l'art, en fait, on n'est pas capable de gérer tous les cas d'erreur et tout ce que on ne peut pas anticiper tout ce que va nous demander l'utilisateur avec ce type de questions. Si on a une question auquel on ne sait pas répondre, si on n'est pas capable d'interpréter une réponse de l'utilisateur, on lui dit. On ne va pas s'amuser à dire « Ah, non, non, ah, il y a une erreur ». En gros, on dit non, je suis désolé. Et il y en a qui le font très bien, et j'aurais dû vous mettre le screenshot, mais j'y ai pas pensé. Si je ne sais pas, et là, je l'ai vu sur l'application Voyage SNCF qui marche très bien. En gros, j'ai écrit une phrase qui n'est pas interprétée, dit « Je suis encore un bébé, je suis encore un robot, donc je ne suis pas encore capable. Est-ce que tu peux retaper une autre information ?» Il faut savoir le dire, et il ne faut pas prendre les gens pour des idiots qui ne le sont absolument pas. Toutes les interactions qui vont mettre offerte à l'intérieur même de cette petite application donne du sens. Une petite animation quand je réponds, un retour haptique, tout ce que vous pouvez utiliser qui est lié à ce type de messagerie instantanée, il faut l'utiliser. Ça va créer de l'émotion et ça va vous permettre en fait de donner vraiment du sens et de ne pas rester un service froid. Laissez les utilisateurs vous aider. Ça, c'est un peu étonnant à dire, mais en gros, c'est leur feedback qui va nous permettre d'améliorer le service. Donc, il faut plutôt ouvrir la porte en disant « Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez, on n'a pas su répondre à vos questions, dites-nous ce que vous attendiez. » Ou si on vous offre une réponse, ben, vous pouvez la liker ou pas, et en tout cas, ça nous permet de nous améliorer. Il faut vraiment que ça soit d'un bilatéral. Et enfin, il faut vraiment identifier et cibler les émotions qu'on veut déclencher chez l'utilisateur et les utiliser. En gros, je dois être capable de comprendre dans la réponse de l'utilisateur est-ce qu'il est en colère, est-ce qu'il n'est pas content. Dans le ton de sa réponse, je dois être capable de l'identifier pour que ça fonctionne bien. En gros, s'il m'envoie un smiley à l'envers, je dois comprendre qu'il n'est pas satisfait et qu'il faut vraiment repenser un peu tout ça. Donc ça, c'est les petits tips que j'aurai le plaisir, j'espère, de pousser un peu et de chercher en prenant d'autres exemples dans une autre présentation. J'espère que ça peut vous aider si vous allez vous-même à créer ce type de service. Mais voilà, ça sera un peu tout ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Du coup, je vous remercie. Et voilà, il est grand temps pour nous de construire le futur ensemble. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas. Je crois que je suis pile dans les temps. Je prends une question ou deux. Deux questions, ok. Est-ce que vous avez des questions? La clé de doigt, c'est que les humains? Ouais, en fait, je me suis renseigné un peu, j'ai croyé qu'il y avait une intelligence artificielle. Tu m'entends ou pas? Oui. Ouais. Et en fait, c'est que des humains pour l'instant. Et comme ils sont en train de grandir, j'ai cru comprendre qu'ils avaient poussé le développement d'un algo, mais c'est pas encore fait. Pour l'instant, c'est des humains. Et en fait, comme c'est des gens derrière un ordinateur, ils n'ont pas forcément le temps de lire bien toutes les réponses, parce qu'il y en a beaucoup de nombreux utilisateurs. Et c'est pour ça que le claque dans ma phrase, je pense qu'il n'a pas été lu, parce qu'il s'attendait à avoir un claque, et par réflexe, il ne l'a pas vu. Mais aujourd'hui, c'est des humains. Je n'ai pas regardé sur l'App Store. Oui. Je n'ai pas regardé sur l'App Store, mais toutes ces applications, elles sont dans une catégorie spécifique? Non. Ça serait trop facile.
Comment on les trouve? Parce que c'est du bouche à oreille et après c'est des applications qui offrent un service, donc elles sont dans le service, dans la catégorie de services qu'elles offrent en fait. Voilà. Un des freins de cette application, c'est qu'on doit, comme je suis d'accord, très dit à un moment, c'est pratique, on ne va pas installer une application, mais on doit installer un ami en fait, effectivement dans le truc. Et c'est limite aussi compliqué, voire plus compliqué pour les applis, parce que, mine de rien, pour les applis, on va dire génériques comme SNCF, ils sont obligés maintenant de faire un battage médiatique pour pouvoir dire hey, vous pouvez l'inscrire là, parce que sinon les gens ne pensent pas. Et une des choses effectivement qui changerait peut-être un peu la donne, c'est effectivement que ça arrive dans Cortana, Siri, enfin des applications que je connais. Aujourd'hui, il y a quand même cet énorme frein comme quoi il faut inscrire un contact. Et aujourd'hui, on n'a pas obligatoirement ce réflexe. Mais je suis d'accord, pour l'instant. Mais comme elles sont en train de se démultiplier, je pense que ça va aussi devenir une norme maintenant de parler juste avec une application et de ne pas avoir à utiliser une interface dédiée. Ça va être de manière de plus en plus normale pour nous de s'adresser sur le mode du dialogue avec des marques ou avec un service. Mais effectivement, ça demande encore un peu de temps, mais j'ai pas trop de crainte sur le fait que ça va arriver très très vite derrière. Vu le nombre d'acteurs qui se mettent sur le marché, mais je suis d'accord, dans un premier temps, il faut penser à le faire. Et c'est pas forcément à la... Tout le monde n'y pense pas forcément. Là, pour le coup, ma grand-mère, je pense pas qu'elle a envie de parler avec Voyage SNCF. J'avais une dernière question. C'est bon. Après, je suis dans le coin, donc si vous avez envie de discuter, même pendant le repas ou l'après-midi, vous savez qui je suis. Merci beaucoup en tout cas.